Je vais vous raconter tout de même deux petites anecdotes. Donc, la première s'est passée le 14 janvier 2011. Je pense que chacun d'entre nous dans cette salle se souvient de ce qu'il a fait ce jour-là. Donc moi, comme beaucoup de Tunisiens, j'étais à l'avenue Bourguiba avec un ensemble d'amis. Et puis, par malchance, il y avait deux journalistes allemands juste à côté de nous. Il y avait des Tunisiens autour, ils ne savaient pas comment s'adresser à eux, en allemand, en anglais, etc. Mes amis m'ont poussé, ils m'ont dit « Tiens, tu vas parler aux journalistes ». Donc moi, j'arrive comme ça, je rassemble tout mon courage. Je vous rappelle, c'était devant le ministère de l'Intérieur. Ben Ali était encore là, après 23 ans de Ben Ali. Donc j'arrive, je commence à discuter avec le journaliste. Donc tout allait bien, jusque-là tout allait bien. Et puis tout à coup, il y a deux policiers en civil, comme on les reconnaît bien, grosse moustache. Et puis en général, un blouson qui fait 3 fois plus de taille que normalement. Ils viennent et commencent à me filmer comme ça. Là, je me dis, ça y est, je vois tout le film, tout le scénario qui aurait pu se passer. Donc je commence à réfléchir, je dois retirer de l'argent, mettre mon passeport dans ma poche arrière du pantalon et courir le plus rapidement possible. Donc je commence vraiment à envisager ce scénario et je rentre à la maison, il était 17 heures, donc vraiment complètement stressé. Bon, j'étais content quand même de la journée qui venait de se passer. Et puis vers 18h30, il y a Ben Ali qui décolle. Et là, je me dis, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Il y a tellement de chance, en fait, que le jour où je me suis dit, mon destin aurait pu basculer, eh ben, le dictateur est parti. Donc ce soir-là, c'était vraiment la fête, non seulement parce que c'était la révolution, le départ de Ben Ali, mais en plus de ça, j'allais m'en sortir, quoi. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé vraiment à me dire, allez, maintenant que Ben Ali est parti, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays? Et donc, avec quelques amis, on a lancé ce jour-là une association qui s'appelle le Pacte tunisien, que je vous invite à aller voir. Il y a à peu près 8000 personnes maintenant qui travaillent pour le Pacte tunisien, mais ce n'était pas l'événement le plus important de cette semaine, puisque une semaine plus tard, je reçois un coup de fil d'un numéro assez bizarre, un numéro avec plein de zéros, plein de 1. C'était quelqu'un du Premier ministère. Oui, bonjour, monsieur Gorbel, on vous demande au Premier ministère, on veut que vous veniez nous aider parce que, voilà, en fait, c'est la révolution. Et puis, on sait que vous avez fait quelques travaux sur la Tunisie par ailleurs. Donc, franchement, ce jour-là, c'était un coup de fil. Je sentais le poids du téléphone là dans mon oreille. Et puis, j'ai très peu dormi ce soir-là. J'ai beaucoup réfléchi et comme tout Tunisien indépendant qui se respecte, qui se dit, voilà, je suis indépendant, je prends mes décisions tout seul, je suis allé consulter ma mère. Donc, oui, vous vous reconnaissez dans le Tunisien que je suis. Donc, je vais voir ma mère, je lui dis, écoute maman, on m'a appelé, bonjour maman d'ailleurs, si tu me regardes, on m'a appelé au Premier ministère et on m'a demandé de rejoindre le gouvernement. Et là, ma mère, elle me regarde avec des gros yeux comme ça, elle me dit, mais ça va pas la tête, mon fils, tu travailles chez McKinsey, ton bureau il est sur les Champs-Élysées, tu voyages en classe affaires, mais tu veux foutre en l'air ta vie en fait. Et là, je regarde comme ça, je dis, mais non, maman, c'était pas exactement ça l'objectif. Donc, je continue à réfléchir, et puis le lendemain, je vais la voir, je dis, écoute, maman, franchement, si je ne prends pas cette décision aujourd'hui, si je ne me lance pas pour aider un tant soit peu et modestement ce pays, je ne serai plus jamais moi-même. Et donc, pour la première fois, j'ai pris une décision contre l'avis de mes parents. C'était d'ailleurs peut-être la première décision que j'ai prise. Et donc, j'ai vraiment pu regarder cette révolution de l'autre côté de la barrière. Donc, à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai mis cette photo de volcan, parce que j'ai regardé de l'intérieur ce qui se passait dans le pays. Et c'était une expérience magnifique. Alors, une année se passe, bien entendu. J'ai fait énormément de choses. J'ai travaillé au ministère de l'Emploi. Il y avait on va dire des manifestations tous les jours, des sit-ins, des demandes farfelues, des demandes très légitimes aussi. J'ai fait le tour du pays. Et puis, le fameux 23 octobre 2011 était arrivé. Cette journée magnifique dont on se souvient tous. On est tous allés voter. C'était vraiment féerique, c'était magnifique. On se disait, c'est génial, on va devenir Singapour, on va devenir la Suisse. Et puis, voilà ce qui s'est passé après. On est arrivé, voilà, donc la Tunisie a eu tous les maux de la terre. On dirait que la baguette magique était devenue une baguette maudite.
C'est-à-dire tout ce qu'on se disait, on se disait en fait que tout allait se transformer et finalement on découvre en fait que non et on a l'impression en fait que ça va de mal en pire. Et puis j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment la révolution qui a fait ça? Et finalement, je pense que c'est 3000 ans de dictature qui ont produit ça. Ce n'est pas une baguette maudite, autant qu'il n'y a pas de baguette magique qui va régler tous nos problèmes. Ce sont 3000 années de dictature qui ont produit ce qui est arrivé, mais on a commencé à nous rendre compte du mal dans lequel on vivait. Donc, c'est clair, hein, vous pensez qu'Alice, lorsqu'elle a fondé Carthage, elle était démocratique? Pas du tout. Ou alors, Al-Ghalba, ou Al-Fatimiyoun, ou Al-Abbasiyoun, tous ces gens qui se sont succédés à la tête de la Tunisie, bien sûr, hein, que vous avez eu en cours d'histoire, dans des séances de dictée collective. On était tous en train d'écrire bêtement, à apprendre par cœur et à oublier le lendemain, si bien que ce système éducatif, auquel la majorité d'entre nous en fait partie, ou en tout cas l'école publique, nous a ôté notre immunité mentale, notre immunité intellectuelle. Cette immunité intellectuelle qui, comme celle du corps, hein, lorsque le corps est attaqué par un virus, il a une immunité qui réagit, qui le défend. Malheureusement, nous, notre école, elle nous a mal enseigné l'histoire, la géographie, tarbiya al-wataniya, le tarbiya al-islamiyya, le tafkir islami, le takfir islami, etc., etc. On nous a mal enseigné ces matières-là, et du coup, on est les premiers exportateurs de terroristes. On est vraiment une machine à produire des gens qui peuvent devenir des terroristes parce que nous n'avons plus cette immunité mentale, et du coup, n'importe quel virus peut venir s'installer et peut détériorer l'avenir de notre jeunesse. Mais finalement, avec un peu de recul, je me suis dit que ce n'était pas cette Tunisie pour laquelle j'étais revenu. C'était une autre Tunisie. C'était une Tunisie avec du génie. Une Tunisie qui a été le premier pays arabe, musulman, africain à abolir l'esclavage. Une Tunisie qui a produit la première constitution du monde arabe. Une Tunisie qui a ramené des philosophes des Lumières du monde arabe. Nous avions Tahar Haddad, Mohamed Ali El-Hammi, Béchir Sfar, El-Monsef Bey. On a eu finalement une génération de gens qui ont réfléchi et qui ont transformé la pensée tunisienne ou la pensée arabe ou musulmane. Donc, c'est cette Tunisie pour laquelle j'étais revenu, et c'est cette Tunisie que je voulais encore revoir, et c'est pour cela que j'attends énormément de cette révolution. J'attends énormément de cette révolution. J'attends une révolution qui est sur tous les domaines. J'attends qu'on sorte de nos barrières. J'attends, on m'a mis un cercle rouge ici, franchement, j'en sors, moi. Moi, j'attends beaucoup plus de cette révolution. J'attends une révolution politique, une révolution économique, une révolution sociale, une révolution culturelle. Sur la partie politique, on nous a présenté une démocratie représentative. Finalement, ce sont les modèles qui existent un peu partout, et on peut retomber très rapidement dans une oligarchie. C'est-à-dire que le pouvoir politique est très proche du pouvoir économique, il prend l'argent du pouvoir économique, est très proche du pouvoir médiatique également, et on se retrouve avec une démocratie où c'est une pseudo-dictature temporaire, où on donne le pouvoir à une minorité sans pouvoir le reprendre. Aujourd'hui, j'attends de la Tunisie d'aller au-delà de ses frontières et d'arriver à faire la démocratie directe. La démocratie où chacun d'entre nous peut réellement participer au quotidien à faire des choix. Et c'est possible. Il y a 20 ans, on n'avait ni téléphone portable, ni Internet. On ne pouvait pas imaginer tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. D'ici 15 ans, peut-être en 2030, on pourrait dépasser toutes ces frontières et faire en sorte que la Tunisie soit le premier modèle de démocratie directe dans le monde. Économiquement, maintenant, il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que les modèles de libéralisme incontrôlé, ce sont des modèles qui accentuent les inégalités entre les gens. 1% de la population mondiale détient 50% des richesses. Je pense qu'on peut reporter ça à la Tunisie également. Les richesses sont très mal réparties. Il y a 360 secteurs qui sont fermés à la concurrence.
et je peux vous assurer qu'il y a des barons qui tiennent ces secteurs-là et qui se remplissent les poches tranquillement. J'ai été de l'autre côté de la barrière, du côté des gens qui font les lois, et je peux vous assurer que ça existe, et il faut que ça change. Nous devons créer un modèle d'économie qui crée de la richesse d'un côté, mais qui arrive à la répartir d'une manière inclusive, c'est-à-dire que la croissance, elle doit profiter à tout le monde en même temps. On doit créer de la richesse, certes, mais on doit la répartir correctement. Socialement, aujourd'hui, nous avons deux pays en un. Nous avons les Tunisiens qui ont des voitures, qui ont la CNSS, qui ont la sécurité sociale, qui ont un régime de retraite, qui vont voter. Je pense que la majorité d'entre nous dans cette salle sont dans cette situation-là. Mais nous avons également 1 million de Tunisiens qui travaillent et qui n'ont pas de couverture sociale. Vous vous rendez compte? Il y a 3,5 millions de Tunisiens qui travaillent, il y a 2,5 millions seulement inscrits à la CNSS. Les autres, en fait, ils n'existent pas. Et vous savez quoi? Les autres, vous les voyez tous les jours. Les autres, c'est ceux qui lavent vos voitures. C'est ceux qui تشوفوهم في الروتيكس متشعبطين في البus à 5h30 du matin. C'est vos femmes de ménage. Avez-vous pensé à ces femmes de ménage? Il y a 100 000 femmes de ménage en Tunisie. Je suis certain que vous les voyez, vous les côtoyez tous les jours, les autres. Et nous ne pouvons pas être un pays digne de ce nom si on n'arrive pas à fusionner les deux Tunisies. Il faut qu'on arrive à fusionner ces Tunisies et faire en sorte que c'est comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Eux, ils avaient au moins une barrière physique. Nous, ça sera d'autant plus facile parce qu'on n'a pas de mur. L'autre Tunisie, il est en face de nous, il faut vraiment qu'on fusionne. Et donc, c'est très important de ce point-là. Et enfin, et ça c'est ma partie préférée, il faut qu'on arrive à changer notre système de valeurs. Je me suis amusé, avant de venir vous voir il y a 2 jours, à collecter un ensemble d'expressions qu'on utilise tous les jours. Entre nous, on l'utilise tous les jours. Donc, et c'est vraiment des expressions anti-valeurs. Dans les pays qui réussissent, ce n'est pas ces expressions-là qu'ils utilisent. Donc, par exemple, Sallakha, ou Hallouf, ou Addeha alayhum, Sangour. J'en passe, parce qu'on m'a dit l'autre jour qu'il y avait beaucoup des expressions nouvelles. Ça, c'est des expressions qu'on utilise. C'est quelqu'un qui a Sallakha sur son CV, c'est le roi du monde en Tunisie. C'est l'anti-honnêteté directement. Ensuite, le civisme. Il faut qu'on arrive à revivre il faut qu'on arrête de vivre comme si on vivait dans le pays des autres. Dans le pays des autres, on ne fait pas comme ça, on ne jette pas les trucs dans la rue, on ne s'en fout pas en fait de ce qui se passe autour de nous. Et donc c'est très important de remettre en cause ces éléments-là. Ensuite, le courage. Il n'y a aucune maman, même la mienne, qui n'a jamais dit à ses enfants « Mais arrêtons, il faut qu'on ait du courage. Il faut qu'on enseigne à nos enfants le courage. » Et donc ces expressions-là, il faut qu'on les remette en cause. Ensuite, Qarraï. Alors celui qu'on pointe du doigt en disant Qarraï, son CV avec les filles est fini, le pauvre. Et même s'il ne porte pas de lunettes, on va lui mettre des lunettes, et s'il n'a pas de boutons, on va les dessiner, et ça y est, c'est fini. Catastrophe. Itfalsf. Mais alors, Itfalsf, il fut un temps où Itfalsf, c'était une valeur. C'est quelqu'un en fait qui essaye de réfléchir, c'est quelqu'un qui essaye de trouver quelque chose de nouveau. Mouch mteana. Bien sûr, mouch mteana. Kol l'haja hak mtajmiyesh mouch mteana. Enfin, mais c'est le meilleur pour la fin. La persévérance. Donc, pour nous, quelqu'un qui échoue, c'est catastrophique. ما ينجمش روحه وشعفة يديه وكان مازلت نعاود ومازال صغير. Donc, un entrepreneur qui échoue, vous savez, aux États-Unis, quelqu'un qui échoue, il le met sur son CV et c'est les premières personnes à être recrutées parce que ce sont des gens qui ont eu l'expérience. Et après tout, échouer, c'est aussi avoir de l'expérience et du coup, on peut mieux réussir par la suite, on peut transmettre mieux. La partie de gauche, c'est vraiment la meilleure. La procrastination, donc il y avait ta'jil. Ta'jil, kul shayn ajlu. Donc, arja redwa, Inch'Allah, ya'mal Allah, yaman ash, ta'ou nchoufou. Combien d'entre vous disent ça tous les jours ou l'entendent au moins tous les jours? Mais enfin, il n'y a personne qui peut avancer dans sa vie s'il continue à utiliser, en tout cas bêtement, ces expressions. Je ne dis pas qu'il ne faut plus les utiliser du tout, au risque de me faire taxer de je ne sais quoi, mais il faut arriver à se remettre en cause et à remettre en cause ces éléments de notre culture. Le fatalisme.
Mais comment on peut enseigner à nos enfants ces valeurs de fatalisme? Allah ghalb, qada wa qadar, hadara ajluhu. En Europe ou en France, à un moment, ils avaient 4000 morts sur la route. Ils ont décidé qu'ils allaient baisser ce chiffre. Aujourd'hui, ils en sont à 1500. C'est le 1500 qu'on a aujourd'hui de morts sur la route en Tunisie. Mais pour nous, Allah ghalb, qada wa qadar. On ne se dit jamais pourquoi on ne met pas la ceinture. On ne se dit pas en fait qu'on ne respecte pas les signalisations. On ne se dit pas que nos routes font des trous. Non, qada wa qadar. C'est ça la Tunisie qu'on veut proposer à nos enfants? Eh bien moi, je dis que non. Je dis que le génie tunisien doit revenir et on doit réellement mettre l'ambition aussi haut. Politiquement, économiquement, socialement et culturellement, je la vois très très haut, cette ambition. Je la vois aussi haut que les montagnes de l'Himalaya. Et franchement, moi j'ai envie de monter. Parce que vous savez quoi? Khomeini a dit qu'on vivait et qu'il zib la fi poubelle. Franchement. Ou Aboul Qasim Cheb, il y a un siècle presque, disait ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. تحبوا تعيشوا في الحفر انتوما؟ أنا je ne veux pas. Donc, montons tous ensemble. Merci beaucoup.